Il y a plein d'idées bien pensantes, spirituelles qui planent dans l'air parce que ça conforte en fait sur le fait que ok, bon, c'est vrai, je me suis planté, j'ai pas réussi avec le dev perso, je suis toujours dans la merde autant dans ma vie et du coup bah voilà, je suis content d'entendre ça quoi. C'est pas parce qu'on récite voilà, des textes qu'on a compris. Par contre, si on a compris, on peut les réciter dans n'importe quelle langue. À partir du moment où le gars il a vraiment compris de l'intérieur, il peut te le raconter n'importe même en faisant du rap et il va te passer le message. Et je crois savoir qu'en Inde, tu as beaucoup d'ashrams comme ça où tu peux rentrer gratuitement. C'est vrai ou pas? Tu manges gratuitement, tu payes d'autres choses. Enfin, tu es amené à payer de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont déjà changé, ils ont déjà fait évoluer leur business model. Ce que je veux dire, c'est que souvent, dans ces ashrams-là, tu as ce qu'on appelle le karma yoga, où tu fais 2 heures, finalement tu vas taffer, tu vas ranger la vaisselle. Tu fais du woofing en fait. Voilà, tu taffes en fait. Ouais. On t'embauche, mais c'est gratuit. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Fred. Donc Fred c'est quelqu'un qui travaille sur ce qu'on appelle l'éveil au point zéro, avec une méthode, une approche laïque du point zéro. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors il y a justement, pour bien préciser le point zéro vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, il y a 3 phases dans le yoga, il y a 3 piliers, il y a les asanas, les postures, le pranayama, la respiration et dhyana, la méditation. Donc tout ce qui est point zéro, c'est vraiment la réalisation de notre nature véritable, ce que nous on va appeler voilà, des éveils au point zéro. Et c'est vraiment sur cette partie-là que je me suis spécialisé depuis le départ. Donc moi à mes 19 ans, j'ai eu déjà mes premières expériences on va dire d'éveil au point zéro, et ensuite j'ai beaucoup travaillé et étudié tout ce qui concerne l'Advaita, Vedanta, non-dualité, etc. Donc je viens de là à la base, et ensuite donc pour être plus clair encore par rapport à tout le monde, j'ai appris l'hypnose thérapeutique par la suite, je l'ai enseigné, la PNL, je l'ai enseigné, etc. Et puis j'ai créé une méthode qui fusionne finalement la non-dualité, l'hypnose thérapeutique, la méditation, etc. qui s'appelle le zéro mental. Et donc je travaille à aider les gens à se déshypnotiser de leur hypnose mentale jusqu'à obtenir des éveils au point zéro. Effectivement pour ça, j'ai créé tout un tas de raccourcis, de simplificateurs, d'accélérateurs, etc. Au sein de la méthode. Et je pense que vraiment les gens en ont jusqu'à vomir en fait, du développement personnel. Ils n'en peuvent plus. Du dev perso dans tous les sens et assez peu de résultats. C'est pour ça que moi je me suis clairement centré sur aider les gens à intégrer les leviers d'évolution humaine plutôt que d'apprendre comme ça les leviers d'évolution humaine aux gens, quoi. C'est un peu aussi ce qui m'a amené à toi. J'ai fait plusieurs 200 heures, 300 heures, etc. Il y avait beaucoup de philosophie dans laquelle je me suis complètement perdu. En lisant, c'était sympa. J'avais l'impression de comprendre quelque chose sur le coup, mais en fait, j'avais rien compris. J'avais pas de méthode, j'avais pas de technique, j'avais pas de direction à aller. C'était juste, tiens, prends ça, noie-toi dans les livres et peut-être que tu y arriveras. Alors que avec toi, je me suis quand même rendu compte qu'on pouvait y arriver en moins d'une vie, en moins de 10 ans, en moins de 5 ans. C'est pas forcément quelque chose qui doit prendre des siècles, quoi. Il y a plein d'idées bien pensantes, spirituelles qui planent dans l'air et qui font que du coup, elles nous maintiennent parfois dans une sorte de plafond de verre. Par exemple, une idée classique qui dirait non, mais attendez, l'éveil à notre nature véritable, c'est plusieurs vies minimum. Faut pas être prétentieux au point de croire qu'on puisse atteindre l'éveil ou le nirvana dans cette vie-là. Oh là là, c'est un blasphème que tu viens de faire là, pour qui tu te prends, etc. C'est une pensée limitante, absolument limitante. Il n'y a rien qui vous sépare de vous-même, hormis vos pensées limitantes, en fait. Et du coup, voilà, c'est des sommes de choses comme ça qui planent et qui font que parfois on se maintient dans un truc. Et parfois, quand on traîne aussi avec des gens qui sont dans la même mouvance, qui pensent pareil que nous, bon, on a l'impression qu'on est arrivé sur un truc bien, on a l'impression qu'on a compris le truc, qu'on est sur un truc bien, tout le monde a l'air d'être... Mais en fait, non, on est juste à côté de nos pompes, on n'est juste pas du tout lucide
sur notre propre hypnose mentale, on n'est pas lucide alors qu'on croit l'être, quoi. Parce que vous tous, là, vous êtes réveillés ce matin, vous croyez être réveillés, mais vous continuez de rêver votre vie, en fait. C'est le principe même du zéro mental, c'est de constater que vous êtes toujours tous complètement hypnotisés par votre mental au jour le jour, entre le souvenir du passé, l'anticipation du futur, la distorsion du présent, et vous vivez cette hypnose au point de croire des choses qui n'existent pas. Toute cette hypnose est une hallucination permanente de votre réalité. Tu peux nous donner un exemple de cette hypnose qu'on vivrait au quotidien, dont on s'en rendrait pas compte? Par exemple, quand vous pensez à vous-même, vous avez ce que vous imaginez de vous-même. Vous vous imaginez dans le futur, vous vous imaginez dans le passé, vous vous imaginez même dans le présent en train d'être ce que vous n'êtes même pas, vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous identifiez à toutes ces choses-là, et ces distorsions sont telles que on finit par, et c'est ce que vise le yoga aussi, le yoga vise à se reconnecter à notre nature véritable, se désidentifier du corps physique, mental et physique. Et voilà, ça c'est un exemple que la distorsion mentale peut aller jusque nous identifier à des choses que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas nos peurs, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos histoires. Et toutes ces choses sont des choses auxquelles les gens sont identifiés tout le temps, on va dire. C'est intéressant parce que c'est ce dont parle le yoga, mais souvent avec beaucoup plus de textes, de poésie, de quantité d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher son essence sans forcément tourner en rond. C'est ce que j'ai fait avec Zéro Mental. J'ai vraiment été extraire de tous les domaines que j'ai cités, que j'ai traversés. J'ai extrait vraiment les choses qui fonctionnent. J'ai gardé uniquement les choses qui fonctionnent. Et j'ai complètement nettoyé Zéro Mental de tout aspect philosophique, religieux ou spirituel. Pour garder simplement la structure, simplificateur, accélérateur. Comme ça, tous les gens qui viennent de n'importe quel horizon, que ce soit yoga, que ce soit, je sais pas moi, le bouddhisme, que ce soit n'importe quel type de philosophie, ils s'y retrouvent dans Zéro Mental en fait. Parce que ce qui nous encombre, c'est justement nos idées et nos concepts. Ouais. Des fois, on entend qu'on ne peut pas remettre 5000 ans de tradition, de pratique et de théologie aux oubliettes au nom de la laïcité. T'en penses quoi de ça? J'en pense que si les éléments d'il y a 5000 ans sont des éléments structurels, que c'est vraiment de la structure des choses et que ce n'est pas des histoires qu'on se raconte, oui, mais à ce moment-là, que ce soit laïque ou pas, en fait, on reprend la même structure. C'est pareil, ça ne change rien. La question, c'est est-ce qu'il faut absolument envelopper cette structure d'un vocable en sanskrit, ou d'un vocable élaboré, ou d'un vocable... voilà, ça, je dirais, c'est l'affaire de chacun. Est-ce que la rhétorique qui est utilisée autour peut ou pas amplifier les effets des structures qu'on met en place? Ça peut avoir son influence. Moi, je crois surtout qu'il faut se reconnaître. En tout cas, je pense que quelqu'un, alors est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Quelqu'un qui aurait compris le yoga dans son ensemble et qui l'explique avec des mots différents, s'il a vraiment intégré le yoga et qu'il est pédagogue, je vois pas trop où est la limite en fait. Donc ça me choquerait pas en tout cas. Et j'aurais tendance à davantage écouter quelqu'un comme ça, qui sait me l'expliquer avec ses mots à lui, plutôt que quelqu'un qui fait le perroquet et qui fait que me répéter des mots en sanskrit il y a certains qui ne comprend pas lui-même, quoi. Ouais. Je vois pas trop... Donc c'est pas parce qu'on utilise des textes, des versets et des rituels particuliers qu'on a compris l'essence et la structure. C'est surtout que c'est pas parce qu'on récite des textes qu'on a compris. Par contre, si on a compris, on peut les réciter dans n'importe quelle langue. C'est ça, à mon avis, un yogi. C'est un gars qui a compris vraiment le truc de l'intérieur. Ça peut prendre du temps, je dis pas. Et puis d'ailleurs, il y a des phases dans le yoga. Il y en a qui vont être plus doués dans les asanas, d'autres plus dans la respiration. Est-ce qu'il y en a des vraiment très complets tout le temps? Je sais pas. C'est comme la boxe, il y a des gens qui sont très défensifs, d'autres très offensifs, etc. Ça dépend des styles, je pense. Mais à partir du moment où le gars il a vraiment compris de l'intérieur, il peut te le raconter n'importe, même en faisant du rap, et il va te passer le message. Alors qu'en vérité, un message que tu récites sur un document et
et que tu n'es pas à l'aise avec ou que tu vois. Ça peut créer de la rigidité. C'est juste que tu communiques en fait. C'est pas ça, c'est pas le texte que tu communiques. C'est ton ignorance du texte que tu es en train de transmettre. Ah ouais. C'est flippant en fait. Okay. Maintenant, je pense sincèrement qu'il y a forcément des profs de yoga qui se la donnent en sanskrit, qui savent très bien de quoi ils parlent, etc. Ouais, d'accord, il ne faut pas faire d'amalgame. Ouais. J'ai déjà eu des profs de philosophie qui amenaient des mots de sanskrit et c'était impeccable parce qu'on sentait qu'ils avaient compris la structure. Ouais. Et j'en ai eu qui récitaient ou qui répétaient des choses et c'était à mourir d'ennui. Ouais. Et on sentait que la personne n'était pas là en fait. Il n'y avait que la forme, que l'illusoire, mais derrière... Mais ça, c'est pas yoga, ça. Ça, c'est pas yoga, ouais. Ça a beau être en sanskrit, c'est pas yoga. Ouais, on est d'accord. Du coup, je fais une petite parenthèse par rapport au yoga. Ce qu'on dit yoga, souvent, c'est le postural, en fait. Quand tu vas dans les cours de yoga, c'est rarement pour aller sur le point culminant de l'éveil au point zéro. C'est là où je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans le monde du yoga, c'est parfois on va parler de tradition, et pourtant on va enseigner un yoga américain en cours, et on va réciter quelques trucs avant, à la fin. Et quand on revient à ce qui était entre guillemets la tradition, il n'y avait pas de femmes, c'était pas des cours collectifs, c'était très isolé, c'était très austère. Donc il y a un peu une dichotomie avec cette histoire de volonté de ramener quelque chose qui remonterait au fond des âges ou des choses comme ça. Et si on remonte au fond des âges, au départ dans le yoga, il n'y avait ni posture ni respiration, c'était que la recherche de l'éveil, si on va par là. Il n'y avait même pas de mots, c'était que du truc. Donc après effectivement, il y a du yoga entre guillemets plus à l'occidentale ou à l'américaine, tu dis. Mais pour ma part, après, voilà, bon, moi je pratique aussi ce genre de yoga. Moi je pense que tous les yogas sont bons du moment que tu es au clair toi en tant qu'enseignant, quoi. Tu vois, tu fais un travail juste au niveau du corps, il y a des gens, ils cherchent que ça. Il y en a qui veulent faire un truc plus spécifique sur la respiration, il y en a qui arrivent à combiner un petit peu tout ça, il y en a, ils vont juste aller faire du zen parce qu'ils n'ont pas envie de faire de postural. Ils vont dans un temple zen, ils méditent, tu vois. Donc, mais tout est bon, pour moi, tout est bon dans le yoga, même si je conviens bien qu'au niveau postural, il y a des yogas qui sont un peu plus un peu précis. Celui que tu représentes là, rappelle-moi, c'est Iyengar, c'est ça? Alors, je suis pas certifié à Iyengar, mais l'enseignement que j'ai reçu au niveau postural, en tout cas l'essence de l'enseignement que j'ai reçu, ça vient d'Iyengar, ça vient surtout de Donna Oloman, c'est la première occidentale qui a appris avec Iyengar. Donc c'était une période où il y avait 1, 2, 3, 4, 5 étudiants. Ce qui est quand même complètement différent des périodes où il y avait 50, 60, 100 étudiants. Bien sûr. Donc voilà, c'est un yoga qui est assez précis et qui est très porté sur l'individu. On va voir la forme des tibias, la forme des os, la forme des genoux, la forme des coudes. Là où parfois ça s'est un peu perdu vers quelque chose d'un peu plus généraliste, on va dire. Voilà. Après, pour finir cette petite parenthèse, moi, je trouve que tous les yogas au niveau postural, tous ils ont un sens, tous ils peuvent servir à quelque chose, même si évidemment pour aller plus loin, peut-être qu'il y en a qui vont nécessiter plus de précision, mais ouais, je pense qu'il y a plein de choses. En fait, tout ce qui est fait dans le yoga, en règle générale, souvent c'est quand même très puissant. Mais comme tu le soulignais tout à l'heure, la question c'est de savoir d'où vient cette puissance. Cette puissance vient de l'intégration, elle vient pas de la façon dont tu récites la puissance. Oui, c'est pas la forme de la pose qui compte, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis à l'intérieur. Et parfois, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas mentalement aller dans quelque chose de trop précis, surtout au début. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être un peu plus en superficiel, ça leur fait beaucoup de bien, et puis à un moment donné, ça coince. Mais c'est aussi que ces gens-là qui viennent dans ces cours-là sont peut-être préconditionnés parce qu'ils pensent que le yoga, c'est de la posture, c'est bouger, c'est transpirer, c'est machin truc. Si ces mêmes gens-là étaient au courant que le yoga, en fait, ce serait découvrir notre nature véritable, entre guillemets, ou sans guillemets, ça se trouve, tu en aurais 5% dans les cours. Parce que c'est pas du tout la même démarche, en vrai. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Celui qui vient pour ça demande un peu plus physique, c'est pas du tout, il vient pas là, quoi. Ouais. Puis d'abord, il y a plein de profs de yoga. Bon, pour avoir fait aussi des teacher training, etc.,
profs de yoga qui sont pas du tout branchés sur le troisième pilier, on va l'appeler comme ça. Ouais. Ils font de la méditation un peu, mais enfin bon, c'est pas du tout. Et Ça pourtant, passe pas du tout, quoi. ils peuvent être très bons en postural Excellent en postural. et faire énormément de bien à Hallucinant beaucoup en de postural. personnes. Mais au niveau de l'esprit, c'est pas leur recherche, quoi. Voilà. Ils s'en foutent, quoi. C'est pas leur délire. Encore une fois, comme tu l'as dit au début du podcast, c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui est complet en philosophie, très bon en posture, très bon dans le système respiratoire, très bon en physio. C'est quand même... Ouais. Ça court pas les rues, quelqu'un Ouais, qui, je suis qui d'accord. est Mais comme après, ça. je parle pas de philosophie quand je parle de Ouais. ça. Je parle de vraiment la réalisation en... Qu'est-ce qu'on expérience en direct au-dedans de soi? C'est quoi les expériences directes qu'on peut déclencher qui nous permettent de réaliser que notre soi au niveau le plus profond n'est ni physique ni mental. Donc ça, c'est pas de la philosophie, c'est de la réalisation, quoi. Et tu parlais de philosophie parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui passent par les philosophies pour essayer de réaliser ça, alors que bon courage, quoi. Bon courage. Hmm. Ouais. Ouais, mais le bon courage, je l'ai vécu. J'étais perdu dedans, hein, dans la philosophie. Ouais, Et c'est alors vaste. que, à travers le zéro mental, maintenant, je comprends la philosophie. Quand on me récite un verset et tout, je suis capable de dire, bah, ça fait ça, et comment tu le mets en place, c'est comme ça. Mm. C'est quand même incroyable. Mm. Je vais te poser une autre question qui est assez, qui peut être assez polémique. Est-ce que tu es prêt? J'adore. Ok. On entend parfois que comme le yoga est profondément imbibé dans la culture indienne, Ouais. si tu vas pas en Inde ou que tu reçois pas un enseignement indien, tu peux pas comprendre. Ah. Quelle est ton opinion à ce sujet? Bah, mon opinion, je vais vous l'expliquer d'une manière un peu différente, parce que moi je viens pas du yoga postural, je viens plus de ce qu'on appelle l'éveil au point zéro, etc. Quand j'ai vécu ma première expérience où je me suis rendu compte que j'étais pas le corps, pas le mental, et qu'il y avait un shift qui s'était fait incroyable, c'est seulement après que je suis allé dans les FNAC pour aller chercher des réponses, quoi, dans les livres, quoi. Mm. J'ai commencé à trouver un livre, puis un autre, et puis j'ai compris qu'en fait les gars parlaient de ça, quoi. Donc typiquement, pour les curieux, c'était du Nisargadatta, du Muktananda, du Ramana Maharshi, du Mahananda Moyi, des choses comme ça qui sont très 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 Inde profonde, on peut dire comme ça. Merde, je suis pas allé en Inde, quoi. Tu vois, j'ai oublié d'aller en Inde avant d'avoir ma première expérience, tu vois. Bon, ça n'a pas de rapport en fait. Ça n'a pas de rapport. Je pense que vraiment, vous avez beaucoup d'individus qui vont compenser. Dès que tu n'es pas centré, tu compenses avec des choses. Si tu n'es pas bon dans ton art, tu compenses avec quelque chose. Tu vois? Et tu peux compenser parfois avec de la philosophie, avec du verbiage, avec du truc. Et en fait, toute compensation est quelque part une forme d'éloignement de nous-mêmes ou d'éloignement de ce qu'on est censé avoir intégré en tant qu'enseignant. Dire qu'il faut aller en Inde pour ça, ben, c'est peut-être vrai pour certains, hein, puisqu'ils le pensent, mais je pense pas que ce soit une vérité qu'on puisse imposer à tous, en tout cas. C'est ça le truc. Quand je suis allé en Inde une fois, je suis allé à Benares, je me suis dit, bon, quelle est la ville la plus spirituelle, le pays le plus spirituel du monde? C'est l'Inde, d'accord. Allez, c'est quoi la ville la plus spirituelle en Inde? C'est Benares, Varanasi, Benares et tout. Ok, je vais aller à Benares, je vais voir. J'ai vu que du fake, partout, que des mecs qui te prennent la main pour essayer de t'embarquer prendre des photos ou t'embarquer dans un temple, etc. C'est des faux gourous, c'est des mecs qui se mettent comme ça, qui prennent la photo, etc. L'esprit yoga, tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment que là-bas, il y a des vrais. Mm. Mais quand tu débarques là-bas, tu as énormément de fakes et d'illusions. Dire, voilà, en tout cas, c'est mon expérience. J'ai rien vu de particulièrement très spirituel en Inde, à part qu'il faut s'armer de patience quand c'est le bordel et qu'il n'y a plus rien qui avance sur la route, quoi. Ça, je conviens bien que là, pour le coup, ça fait travailler.
Bon, ça c'est ma petite expérience. Je pense pas que parce que tu vas en Inde, tu vas forcément apprendre le yoga d'une manière nickel. Tu peux aussi apprendre un truc qui n'est pas terrible. Après, si tu me dis, bah, tu sais, est-ce que la boxe thaïlandaise, ça s'apprend avec les Thaïlandais? Bah, c'est vrai que quand tu vas en Thaïlande, ils vivent de ça. À 6 ans, ils font déjà des combats et ils sont dedans, tu vois. Donc c'est évident que tu vas avoir un environnement qui va être hyper propice à ça. Mais tu peux très très bien apprendre la boxe thaïlandaise par des gens qui ont importé la boxe thaï en France, avec des gens super, très très bons. Et voilà. Tu vois, donc je pense que tout est possible en vrai, c'est surtout ça. Je comprends vraiment ceux qui se disent « Ah non, il faut aller en Inde pour ça ». Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la réalisation de votre nature véritable, je n'aime pas trop parler de ce terme, mais bon, admettons, c'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas parce que vous êtes en Inde ou aux USA, c'est parce que vous êtes à l'intérieur de vous, que vous soyez en Inde ou aux USA, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est pas... Voilà, quoi. Après, l'information, tu la prends. Quand elle est en sanskrit, tu es obligé de la traduire en français, tu vois. Donc, à un moment donné, tu la comprends, tu vois, en français, et puis tu l'intègres. Voilà. Ma question maintenant est la suivante. Est-ce que c'est grave de faire du business avec le yoga, le bien-être? Est-ce qu'il y a des mauvais business? Est-ce qu'il y a des bons business? Est-ce qu'en 2024, faire du business, c'est indispensable, très important, ou au contraire, ça serait très négatif et mercantile? Les gens, par exemple, qui vont dire ouais, tout ça, c'est du business, mais pour eux, dans leur esprit, c'est négatif. Mais ils n'ont pas tort. C'est du business aussi. Moi, je suis un marchand d'évolution, en fait. J'ai pas de problème avec ça. Donc oui, bien sûr qu'on peut faire des choses très, très efficaces. C'est pas parce qu'elles sont efficaces que tu dois les donner gratuitement. Ça vient d'où cette histoire? Ça n'existe plus dans les temps d'aujourd'hui, tu vois. Donc tu as des gens encore qui sont restés dans des délires du style bah non, mais toi tu aides les gens, donc il faudrait que tu n'as pas le droit de faire de business. Mais au contraire, moi mon business il tourne parce que les gens que j'aide, ils sont contents. Et je leur délivre toujours plus que ce qu'ils viennent chercher. Je rentre pas dans ces trucs du style ouais non, nous c'est vraiment pour l'amour du yoga qu'on fait ça. Hein. Nous, c'est vraiment pas du tout pour gagner notre vie. Hein. Nous, on fait ça que pour l'amour du yoga. Tout le monde gagne sa vie. Tout le monde a besoin de gagner sa vie. Puis moi, je le vois aussi sous cet angle-là. Si tu veux faire du bon boulot, tu dois y consacrer du temps et de l'énergie comme dans une profession dans laquelle tu dois être performant. Exactement. C'est pas possible autrement. Et un expert, ça se paye. Oui. Moi, j'ai jamais perdu autant d'argent qu'avec des gens qui savent pas ce qu'ils font, quoi. Qui me font perdre du temps, etc. Au début, tu essayes, mais tu te rends compte vite que c'est pas bon. Et c'est ça la différence entre comprendre et intégrer. C'est que comprendre, t'envoyer de l'information, tout le monde peut te le faire, mais te faire intégrer tes réflexes, c'est pas le même job. Et là, c'est ce que j'appelle souvent les enseignements standardisés. Ouais. Tu sens qu'il y a un truc qui est répété en boucle, mais dans le fond, il n'y a rien. Voilà. Ouais. Demain, si toi, tu as fait des formations 200 heures de yoga, c'est ça? Toi, dans une formation 300 heures, donc une formation de 300 heures, c'est censé être une formation qui est un peu plus avancée, un peu plus élaborée qu'une formation de base 200 heures qu'on pourrait trouver un peu partout. On en trouve. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir dans une formation de 300 heures pour qu'il y ait un changement déterminant dans la vie de ceux qui intègrent ce 300 heures? Si le 300 heures t'intègre vraiment, alors il y a déjà le pranayama et le yoga souvent dans le 200 heures. Mais le 300 heures, c'est... alors ça peut être quelques postures avancées, pour ceux qui aiment ça, mais c'est du point zéro. C'est 300 heures, normalement c'est un travail sur soi très profond en fait. Devenir un yogi en fait. Ça serait ça en fait. Vous faites du yoga, vous avez vu votre 200 heures, vous faites du yoga, c'est bien. Maintenant, vous faites le 300 heures, vous devenez un yogi, quoi. Ça serait un peu ça. Et pour moi, le yogi, on ne peut pas être yogi si déjà on est pété dans le mental, quoi. On peut pas. Ouais. On peut pas. Alors tu me dis, c'est de l'acrobatie, c'est très joli. Moi, je vois des trucs, franchement,
incroyable ce qu'ils font tu vois, avec leur corps. Mais c'est pas un yogi, ça. C'est un contorsionniste super efficace. Très bien, il est bien dans son corps, ok, mais si t'es claqué de la tête, tu peux pas. T'es pas un yogi, quoi. Un yogi, il contrôle son mental. Tu peux nous donner un exemple de quelqu'un qui serait claqué de sa tête, par exemple? Bah, quelqu'un qui est complètement décentré, qui est toujours sous son émotionnel, quelqu'un qui est pas constant, qui sait pas se concentrer, qui est dominé par ses pulsions, qui est dominé par les fantômes, les monstres, les sirènes de sa tête, qui sait pas où il est, qui sait même pas ce que c'est le soi, quoi. Il connaît pas son propre soi, quoi, son propre soi. Pas un minimum, quoi. Tu vois? Donc il part en sucette trop facilement. Et il communique ça, hein, en fait. Hein, voilà. Je dis pas qu'il faut être lisse, pas avoir de colère, pas avoir de trucs, pas avoir de doutes, pas avoir... Ça, c'est normal, c'est la vie. Mais je parle vraiment en profondeur d'être perdu, en fait. Tu peux pas être yogi et être perdu, quoi. Et qu'est-ce que ça apporte, le fait de ne plus être perdu? Plus être perdu, c'est que tu seras jamais... à moins d'être frappé d'amnésie, tu seras jamais plus perdu dans ta vie. Ça apporte quoi? Ça apporte que n'importe quel élément qui vient dans ta structure mentale, tu es capable déjà de le prendre ou de le terminer, enfin de le rejeter, de l'effacer. Tu peux construire des choses. Tu sais très bien que le mental, c'est ce qui crée tout. Donc tu vas optimiser ton processus de création grâce à ça. Tu vas arrêter de te confondre, arrêter de courir après des chimères. Tu vas pouvoir être bien avec peu de choses, ce qui n'empêche pas l'abondance, hein, je ne dis pas le contraire, mais tu vois, c'est une question d'équilibre global, équilibre psychique. C'est bon pour le business? Est-ce que c'est bon pour le business? C'est très bon pour le business, d'être très clair, Ouais. très au clair. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Moi, je vais te dire pourquoi c'est bon pour le business. Je dois reconnaître que depuis 2 ans que je suis ton programme, au niveau business, c'est pas la même, pas la même histoire. Hein. Bon. J'ai moins de peur, j'ai moins de, je la communique pas. Ouais. Dès que j'ai des craintes, je les dézingue, je les communique plus. Du coup, derrière, ça change tout. Ouais. Et pareil, hein, pour interagir avec les gens qui sont avec toi, quand tu es hyper lucide, bah, tu vas aller plus à l'essentiel. Il y a plein de bénéfices hein, à se retrouver. C'est la liberté dans notre cœur aussi, le point zéro. C'est-à-dire quand on se libère pas juste... non, on se libère vraiment de tous les fardeaux qu'on a pu croire aussi. C'est énorme le ménage qui peut être fait. Et ça, c'est sensationnel. Et le paradoxe, c'est que c'est sensationnel, mais c'est pas bien marketé. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de ça aujourd'hui. Ils voient ça, l'éveil, laisse tomber. Non mais c'est perché, tu vois. Qu'est-ce qui fait que les gens pensent ça de manière générale? Parce que les gens, ils sont complètement matrixés. Ils sont matrixés, quoi. Tu leur parles d'un truc comme ça, laisse tomber, c'est trop violent, quoi. Remettre en question ton identité, remettre en question ce que tu crois être, rechercher le soi au niveau le plus profond, c'est de l'hébreu, quoi. Tu parles aux gens, ils te disent « Oh, c'est quoi ça ?» Non, ils ne cherchent pas ça. Ils sont préoccupés par justement toutes leurs hypnoses mentales, Et si tu leur dis « Bah voilà, je peux t'aider à te libérer de tes hypnoses mentales », ça oui. Ça ils sont friands, ils adorent. Mais faire cette grande démarche, voilà. Donc les gens sont plus attractés par les postures de yoga, les trucs, les machins, les trucs dans tous les sens. Ça les impressionne peut-être un peu plus. Alors qu'en fait, l'éveil au point zéro, c'est ce qui va vraiment nous libérer, quoi. Et c'est phénoménal. Ouais, moi je parle souvent des 3 steps. C'est tu libères ton corps de ses tensions en le renforçant là où c'est faible, en le détendant là où c'est trop tendu. Tu vas essayer de débloquer le diaphragme, débloquer la respiration, la libérer de ses blocages. Puis derrière, quand tu travailles sur le point zéro, alors que tu as un corps et une respiration libérée, tu réalises des choses qui sont puissantes. C'est-à-dire que quand tu reviens derrière dans ta journée, elle n'est plus pareille ta journée. On
on t'insulte, c'est plus pareil. On te prend la tête, c'est plus pareil. Tu as une mauvaise nouvelle, c'est plus pareil. Tu réagis différemment, tu réagis beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je parle souvent de ces trois piliers qui sont indispensables selon moi pour être justement, pour aller vers le fait d'être un yogi. Ouais. C'est indissociable et c'est pour ça qu'au départ dans le yoga c'était indissocié. Enfin, au départ il n'y avait pas de posture et tout, mais quand le yoga était complet, que c'est complètement associé, c'est juste qu'on a perdu une partie au passage. Quand on l'a importé ou exporté en Occident, quoi. Je vais revenir là-dessus. Ça a été aussi importé en Occident pour plaire à l'Occident. Donc ça a été minimisé, ça a été raccourci, ça a été packagé aussi pour que les Américains puissent kiffer en fait. On peut dire un peu business, hein. Je pense qu'ils ont packagé le truc pour que ça fit bien, que ça colle bien, peut-être à l'expérience que les gens voulaient vivre en face. Bien sûr. Mais, du coup, je vais revenir sur une question que je voulais te poser par rapport à ça. On a parfois l'impression que le business occidental ou le business américain, c'est pas bien. Par contre, le business indien ou le business oriental, thaïlandais, on va dire, balinéen, c'est mieux. Pourquoi on a cette sensation Déjà, moi, le truc qui me vient en tête, c'est que souvent, dans le yoga ou les trucs où on aide les gens, il y a un présupposé comme quoi c'est gratuit. Et je crois savoir qu'en Inde, tu as beaucoup d'ashrams comme ça où tu peux rentrer gratuitement. C'est vrai ou pas? Ouais, enfin, tu payes d'autres choses. Enfin, tu es amené à payer de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ils ont déjà fait évoluer leur business model. Ce que je veux dire, c'est que avant, je pense qu'avant, c'était beaucoup plus faisable d'entrer dans un ashram gratuitement comme ça. Tu manges gratuitement, tu dors gratuitement. Mais souvent, dans ces ashrams-là, tu as ce qu'on appelle le karma yoga, où tu fais 2 heures, finalement tu vas taffer, tu vas ranger la vaisselle, tu fais du woofing en fait. Tu taffes en fait. Ouais. On t'embauche, mais c'est gratuit. En fait, donc les gens se disent bah, c'est gratuit, je vais dans un ashram, c'est gratuit, l'autre connard il me fait payer, c'est pas normal. Mais il se retrouve à faire bon ok, si ça lui plaît, c'est bien. Puis je dis pas le contraire, le modèle est ok, mais c'est un modèle économique. Après, ce sont des ashrams peut-être qui vivent de dons. Puis il y en a qui ne cherchent pas forcément une ultra rentabilité. Et puis bon, bah, les trucs qui doivent tourner un petit peu, je pense qu'effectivement, comme tu dis, ils doivent commencer à te demander des choses quand tu veux t'acheter un sandwich ou quand tu veux un truc ou autre chose, ou une chambre ou un machin. Bon, c'est normal en fait. Ouais, c'est tout à fait normal. Hein. C'était quoi la question de base, le business Pourquoi elle est perçue de manière négative je pense surtout que c'est en France que le business, en règle générale, est mal perçu. En France, c'est pas comme aux États-Unis. En France, si toi tu réussis demain, bien, il y a plein de gens qui vont pas te kiffer quoi. Toi, la jalousie va vite et tout. Les gens n'aiment pas le rapport à l'argent, c'est toujours un peu suspect. Gagner de l'argent en France, voilà, ça c'est typiquement français quoi. Il y a certaines personnes qui affirment que la libération, elle serait promise si tu fais tout un tas de rituels, si tu fais tout un tas de pratiques, si tu fais parfois des actions extrêmes pour ton corps. Est-ce que c'est une confusion? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce qu'on peut faire un pont avec toutes les personnes qui font de la discipline personnelle l'unique vecteur de leur vie? Est-ce qu'on peut trouver une libération sans rien faire? Quel est ton avis là-dessus? Tout ce que tu as dit au départ, qu'il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça pour atteindre la libération, c'est du bullshit. On n'a pas à faire ça pour atteindre ça, ce n'est pas corrélé en fait, ça n'a pas de rapport. Le plan physique, le plan mental n'a aucun rapport en fait. C'est toi qui vas t'éveiller du plan physique et mental, mais le plan physique et mental ne va pas s'éveiller, tu vois. Donc, ok, bien sûr que avoir une hygiène de vie,
avoir une hygiène mentale, avoir tout ça, ça favorise d'avoir un terrain plus propre qui te permet de voir plus facilement à travers. Mais de dire qu'il faudrait faire des exploits, des prouesses physiques, etc. pour pouvoir atteindre un niveau de libération, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pas besoin d'apprendre des centaines de poèmes. Si, les poèmes, si, quand même. Si. Les poèmes, obligatoire. Mais à part ça, non, mais bien sûr, non, même pas les poèmes. Rien à voir, en fait. Puisque c'est la réalisation 0.0, c'est l'annulation totale de toutes tes projections mentales, au moins momentanément. Hein, c'est que tu es complètement anti, plutôt que de t'étendre, de t'expandre dans l'hypnose mentale, tu reviens au point d'origine. Ça n'a rien à voir avec discipline physique ou quoi, un rituel ou quoi. Après, si les rituels aident, très bien. Nous, quelque part, au point zéro, on a des nanotechniques qui sont comme des rituels, on pourrait presque dire. Si tu l'utilises plusieurs fois, ça devient rituel. Mais non, c'est le désenfermement absolu de tout rituel, en fait. C'est d'être enfermé dans rien du tout. Donc, certainement pas un rituel. Après, comment dirais-je, la branche du yoga, là, comment elle s'appelle déjà? Tantra Yoga. Bon, eux, avec leurs mots, ils t'expliquent que tu peux t'éveiller dans n'importe quel contexte. Il y en a qui vont dire oh, chasteté absolue, l'autre des autres, ils vont te dire faut niquer à fond la caisse. Non, mais tu vois, l'éveil, tu vois, ça peut arriver tu peux être quelqu'un de très mauvais et atteindre l'éveil, tu vois. Tu peux être quelqu'un de très bon et galérer toute ta vie et offrir tout ce que tu peux à tout le monde et jamais avoir une once d'éveil dans ta vie, quoi. Ça n'a rien à voir. On n'est plus obligé de suivre quelque chose ou... Alors, c'est autre chose, là, parce que... Est-ce que pour autant, si je ne suis rien du tout, enfin, dans le sens suivre, rien du tout, est-ce que ça va favoriser le fait que je puisse m'éveiller à ma nature véritable? Je suis pas sûr non plus, quoi. Parce que tu as plein de gens, d'ailleurs, dans le monde qui ne suivent rien du tout. Et qui, d'ailleurs, ni ne sont intéressés par cette thématique, ni ne la rencontreront jamais, probablement jamais de leur vie, pour beaucoup. Donc c'est pas non plus une clé. Donc il y a des chemins, mais ce ne sont pas des obligations pour. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. C'est pas obligatoire de. Maintenant, si tu as un truc rituel, machin, qui fait que tu es bien, tu fais ton truc bien, que ça a l'air de porter ses fruits, bah, tant mieux. Mais c'est pas obligatoire de l'imposer au voisin, quoi. Pas obligatoire de l'imposer au voisin. Ah bah non, pas du tout. Parce que le voisin, il a aussi ses schémas, il a aussi ses besoins, il a aussi ses structures qui sont différentes. Mais par contre, le process, justement, le Canva, le calque 0.0, s'adapte à tout le monde, à toi, à ton voisin, à tout le monde. Parce qu'en fait, on doit tous se libérer de nos schémas, de nos structures, de nos codes, de nos identifications, de nos impressions d'exister, de notre passé, de notre futur. Tout ça, c'est des structures qui sont... Chacun met ce qu'il veut dans sa structure, chacun a son univers, mais en fait, tout le monde doit se libérer de son propre univers. Et c'est ça qui fait que, justement, ça parle à tout le monde. Ça, c'est la structure même. Ça, c'est universel. Ça, c'est universel. Ouais. C'est universel. Je vais te poser une dernière question qui va rebondir un peu là-dessus, mais plutôt sur le yoga de manière générale. On a souvent l'impression que tout le monde veut emballer le yoga dans sa propre boîte, dans sa propre structure, dans un joli petit paquet fermé. D'un autre côté, elle se trouve où la frontière entre le sérieux et le n'importe quoi, entre l'adaptabilité et le fourre-tout? Bah, on peut très bien faire un truc très sérieux et le packager soi-même. On peut très bien faire un truc pas très sérieux du tout et le packager soi-même. Donc je suis pas sûr que ça soit une question de est-ce que je le package, est-ce que je le mets fermé ou pas. Je pense que c'est le niveau d'exigence du professeur. Vis-à-vis de lui-même, je pense surtout. Vis-à-vis de lui-même.
Si tu n'es pas très exigeant, on le voit chez les thérapeutes, hein. Parce que bon, moi je suis dans le monde de la thérapie brève, on voit qu'il y a des gens qui clairement, ça casse pas des briques et ils n'ont pas spécialement envie de faire mieux, quoi. Et puis tu as des gens qui sont des rois de l'approximation, c'est-à-dire ah c'est à peu près comme ça donc c'est bon. C'est à peu près comme ça donc c'est bon, tu vois. Ils vont te faire des tables, elles sont à peu près bancales, mais ça a quatre pattes donc c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ça marche pas bien, quoi, le truc, c'est ça le problème. C'est le niveau d'exigence, je pense, plus que le fait de packager un peu le truc qui, à mon avis, est le plus problématique. Ouais, d'accord. Ouais. Je sais pas si ça rejoint ta Si, question. ouais. Donc tu peux avoir un packaging super, mais l'individu qui n'est pas exigeant pour un sou va foutre en l'air en fait le bon packaging. Ah ouais, complètement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la place est pour ceux qui vont aller vers l'ultra-spécialisation, l'hyper-expertise, etc. Faut juste qu'ils tiennent le coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets, qui offrent leur service de yoga ou de thérapie, qui sont pas aussi pointus que eux, mais bon, en attendant, à force, ça va faire le ménage. Tu vois, c'est comme toi, par exemple, tu fais des efforts pour toujours optimiser ce que tu fais, et c'est normal que ça fonctionne aussi bien maintenant, et c'est normal à quel point ça va fonctionner dans le futur, parce que tu as un souci du détail, tu as un souci de la qualité, tu te soucies de ton staff, tu fais tout pour que les choses se passent très très bien. Ouais, l'exigence, elle est présente, et puis aussi le fait d'être cadré, d'être centré. Et je trouve ça au passage... Et de pas mettre l'énergie n'importe où, en fait. Ouais, je trouve ça au passage chouette que tu aies eu le réflexe de te remettre en question à un moment donné. Tu t'en es pas caché, hein, tu l'as dit là. Qu'à un moment donné, voilà, tu avais bien progressé dans ton yoga, mais qu'au niveau psychique et mental, tu n'avais pas encore les raccords. Enfin, en tout cas, tu n'avais pas reçu encore le truc. Je crois que je me suis dit, mais en me gérant comme ça mentalement, je peux pas être un yogi. Je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, mais tu peux pas avoir fait autant de yoga et être aussi naze, être aussi nul dans la gestion mentale. C'était pas possible. Je vais même aller un peu plus loin. Je pense même qu'un yogi pourrait être très nul physiquement. Ouais. Vraiment nul physiquement, mais alors psychiquement, il est accompli, quoi. Psychiquement, il est accompli. Je pense que si psychiquement il est accompli, il a forcément un prana qui fonctionne bien, parce qu'il n'y a plus le bordel qui dérange tout le truc. Et que du coup, dans son corps, il va vivre plutôt bien. Mais je pense qu'il peut vraiment y avoir des excellents yogis qui sont des billes en asana, quoi. Tu vois. Ouais, je connais même... Pardon, en école de vie, tu vois. Ouais, je connais même des personnes qui font pas de yoga du tout. Et d'un point de vue de leur mental, de la sérénité, de la façon dont ils abordent la vie, qui te mettent en quelque sorte une claque dans la tête, parce que tu te dis, mais il fait pas de yoga. Ouais. Et pourtant, ce qu'il raconte et ce qu'il vit et la manière dont il te l'amène, c'est incroyable. J'ai vu des ingénieurs commerciaux dans l'immobilier professionnel à Paris te parler d'amour, te parler de bienveillance et l'appliquer réellement là où je l'entendais dans la bouche de certains yogis et ne pas l'appliquer. Ouais, c'est ça aussi le problème, c'est quand tu parles d'un truc et que tu l'appliques pas toi-même. Ça, c'est un vrai problème pour les enseignants en général, que ce soit dans le yoga ou dans le développement personnel. Et on le voit parce que le gros problème, en fait, c'est qu'ils ont moins, vis-à-vis du public, le droit à l'erreur, puisque d'une part, ils enseignent aux gens comment interagir avec leur système. Donc ils sont censés donner un peu l'exemple. Mais c'est pas si simple, c'est un travail d'une vie. Et tu as vraiment plein. Là, tu me parlais de 2024 au début. Je te dis 2024, tu as plein de coachs et d'enseignants coachs qui vont pas bien du tout. Mais vraiment pas bien du tout.
Est-ce que c'est pas un monde qui attire aussi des gens qui vont pas bien? Alors, c'est un monde qui attire des gens qui vont pas bien, ok? Mais, je veux dire, c'est un monde qui attire des gens qui vont pas bien pour enclencher un apprentissage qui permet un changement en soi. C'est ça, hein, le dev perso, la thérapie. Enclencher un apprentissage qui permet de créer un changement en soi, ok? Bon, bah voilà. Bah, on le fait. Normalement, il devrait aller bien rapidement. Bah, en tout cas, c'est pas qu'un coach va jamais mal. Hmm. Tu peux avoir des périodes, tu peux avoir des moments, tu peux tomber KO. Mais tu vas déjà te relever beaucoup plus vite et tu auras moins de moments et moins de périodes et moins de trucs parce que tu vas gérer ton mental quand même beaucoup mieux, quoi. Et malheureusement, bah, ouais, il y en a qui ont ou pas vraiment compris à quel point il faut qu'ils bossent sur eux-mêmes, ou bien des gens qui croient qu'ils bossent sur eux-mêmes mais le font pas correctement, ils font les choses de travers et du coup ça donne pas les résultats, ou des gens qui se disent non mais pas besoin de bosser sur moi-même, je sais accompagner les autres, donc c'est que moi, voilà. Puis des gens qui se racontent des histoires, donc c'est un gros travail et c'est pas facile en fait quand on y pense. Imaginons un coach qui soit spécialisé pour, je sais pas moi, l'art de dire non. Savoir dire non, admettons. Il aide les gens à dire non, tu vois. Et qui sait jamais dire non dans sa life, c'est quand même dur. C'est pas normal à un moment donné, il y a un truc qui déconne, quoi. Et je pense que aujourd'hui, vu que je pense qu'il y en a beaucoup qui pètent un câble, qui vont pas bien, ça va pas bien dans leur activité professionnelle, ça va pas bien dans leur activité économique, ça va pas bien dans le plan personnel. Et c'est très difficile à vivre en fait quand tu y penses. Parce que tu te sens pas légitime au bout du compte. Mais si ça marche pas, tu te sens pas légitime. C'est pas facile. Mais après, quelque part, parfois, il y en a qui se racontent des histoires dans le sens où, au bout d'un mois de formation, ils croient qu'ils vont ouvrir une page Facebook et ça va marcher. Bien sûr. Ça marche pas comme Bien ça. sûr. Et un kiné, il fait 4 ans d'études, un ingénieur, il en fait 5. Quelqu'un qui a une licence, il en fait 3. Moi, je considère que dans le yoga, quand tu as passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que tu as été à fond, que tu n'es pas allé t'éparpiller un peu partout, en général, tu as des résultats et tu as une certaine assise. Faut pas croire qu'en un mois, ça va le faire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects aussi qui doivent se plugger. De toute façon, je voyais bien. Moi, j'ai fait mon 200 heures yoga. Bien sûr, tu peux enseigner un peu de yoga, mais enfin, c'est pas. Il y a des niveaux quand même. Hein. Des niveaux de précision sur les postures et tout. Il y a des niveaux de détails qui ne s'apprennent qu'avec le temps, quoi. Avec les expériences, d'aller voir ce que les autres font, tout ça, de comprendre un peu le truc, plein d'astuces qui viennent avec le temps, quoi. Ouais, la curiosité, c'est la clé. Ouais, la curiosité, ouais. Et puis, la clé, je dirais, c'est l'entraînement. Toi, tu t'entraînes tous les jours. C'est l'entraînement. C'est tout, en fait. C'est de faire, en fait. Oui, mais ma copine me dit souvent, j'ai l'impression de vivre avec un sportif professionnel. Ouais, bah. C'est marrant. Hein. Ouais. Au niveau de la discipline de vie, alimentaire, etc. Hein. Après, c'est comme tout. Le problème, c'est pour ça qu'on parlait de rituel tout à l'heure. Le problème, c'est que même ces choses-là peuvent nous enfermer. On peut être enfermé dans une super routine. Alors, si elle est très bien, qu'elle nous porte bien, bah, très bien. Et on le sait, tu vois. Mais les routines alimentaires, les routines yogiques, les routines praniques, bah, elles peuvent aussi nous enfermer parce que on se dit, tiens, si on l'a pas fait, c'est... Indirectement, on se préconditionne à pas aller bien ou aller moins bien. Non, mais disons que il faut pas qu'on ait un bâton dans le cul, quoi. En fait, c'est ça le problème. Yoga. Ah oui. Ouais. C'est que yoga ou le truc, c'est que tu vois pas mal de gens en fait qui se lâchent plus trop. Ils sont yoga mais trop, quoi. Tu vois ? Ils sont plus dans la spontanéité. Je pense que ça, c'est vraiment un truc transversal dans beaucoup de domaines de l'évolution humaine, développement perso et tout,
où il y a des gens qui se lâchent pas, quoi, qui sont plus eux-mêmes parce qu'ils sont trop façonnés par leur pratique, tu vois. Ils sont trop coincés, trop tendus, trop médités, trop machin truc, etc. Je connais ça, hein, comme tout le monde, hein, mais je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et il faut pouvoir, au maximum, c'est ce que permet l'état de flow, toutes ces choses-là, être dans la spontanéité de l'instant. Et quand on a vraiment intégré une technique, une pratique, on peut la faire en rigolant, on peut la faire dans n'importe quel contexte en vrai, tu vois. Et là tu es à l'aise. Là, tu passes en mode master. Là, tu passes en mode master. Si tu arrives à la faire en rigolant, j'ai envie de te dire, tu vois, tout simplement. Ou si tu arrives à méditer pendant que l'autre il est comme ça en train de méditer, toi tu fais rien du tout, tu fais n'importe quoi et tu es en train de méditer plus que lui, parce qu'en vérité tu es en train de poser ton attention à un autre niveau, bah voilà quoi, tu vois. Et donc, le côté un peu, c'est vrai, le côté un peu joyeux, spontané, tout ça, des fois on le voit pas trop dans le yoga, quoi. Hein? Donc quand on partirait dans 300 heures, il faudrait repartir un peu avec ça. Tu leur fous du rhum arrangé à la fin. Tu leur fous du rhum arrangé, 0.0 rhum arrangé. Et après, là, normalement, ça devrait déshifter, tu vois. Non, mais c'est vrai. Un truc dans le genre, tu vois. Ouais, c'est le mot de la fin. Il y aurait un petit truc à dire en plus. C'est beau la Réunion, j'adore. J'aimerais bien y venir plus souvent, mais il y a trop de bouchons ici. C'est le seul truc qui est dommage à La Réunion, je trouve. C'est que quand tu veux bouger d'un point A à un point B, c'est chaud, mais super. Merci pour votre écoute. Hein. On a fait le maximum, on était sur le flow. On n'a pas vraiment préparé, il y avait quelques petites questions préparées, mais on a fait les choses comme ça. Donc, on s'est un petit peu éloigné, c'est un podcast avec un peu de yoga, un peu de mindset, un peu de business, un peu de... On ne sait pas trop en fait. On s'est un peu éparpillé. C'est un podcast hybride, non? Éparpillé pas trop, mais quand même un peu. Parce que le yoga c'est vaste, parce que le yoga c'est la vie en fait, on est partout. On est partout. On est partout. Merci à toi Fred pour avoir accepté de tourner ce podcast. On se revoit... très vite peut-être, dans une formation, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait? Qui sait? Qui sait?